Vendredi 16 septembre 2022, dans les titres de l'actualité ce jour, à chaque 15 septembre, journée internationale de la démocratie, l'état des lieux de ce système de gouvernance inquiète. Assez de coups d'État enregistrés. L'on se demande si la démocratie est à un mauvais tournant. Grâce à Valibé, va nous proposer son compte rendu et son commentaire également dans ce journal. Également dans cette édition, nous ferons le point de la semaine du 12 au 16 septembre 2022, celle consacrée donc à la pré-rentrée au Bénin. Et puis en interactualité, ce jeudi 15 septembre 2022, la junte au pouvoir au Mali a prolongé la joute diplomatique et verbale avec la Côte d'Ivoire sur le sort des 46 soldats ivoiriens détenus. Le point dans ce journal. Mesdames, Messieurs, bienvenue au journal. À chaque 15 septembre, journée internationale de la démocratie, l'état des lieux de ce système de gouvernance inquiète, assez de coups d'État enregistrés. Donc, l'on se demande aussi si la démocratie est à un mauvais tournant. Grâce à Valibé, propose un commentaire sur le sujet suivant. Plus de 90 coups d'État ont été perpétrés en cette décennie, selon une étude réalisée couvrant la période 1951-mi-2020. Des vagues de coups d'État s'enregistrent. Le 23 janvier 2022, au Burkina Faso, des militaires ont pris le pouvoir, renversant le président Roch Marc Christian Kaboré et le poussant à la démission. Pourtant, le pays est démocratique. La démocratie est une forme de gouvernance dans laquelle la souveraineté appartient au peuple. Le peuple exprime par des votes ses choix. Quelle est alors la source de ces coups d'État? Le 28 janvier 2022, le président rwandais Paul Kagame a affirmé que les coups d'État sont le fruit de la mauvaise gouvernance. Dans un contexte de mauvaise gouvernance, les décisions sont prises par un groupe fermé, sans consultation ou collaboration, puis imposées à la communauté visée. Mais cette réaction est diversement appréciée sur la toile depuis sa publication. Pour certains, la démocratie ou la bonne gouvernance n'est pas l'absence du respect. Elle n'est pas non plus l'absence de l'obligation de la responsabilité de chacun, même des citoyens. À partir du XXe siècle, une nouvelle forme de démocratie a vu le jour, la cyberdémocratie. Le web est utilisé comme moyen d'expression et de décision pour et par le peuple. Elle cherche à répondre à l'idéal démocratique selon lequel tous les citoyens participent aux propositions, aux créations et à la mise en œuvre des lois. Mais des dérives notoires telles le cyberattaque se notent. Au Bénin, le gouvernement a mis en place un système de canalisation du numérique, le code du numérique. Des citoyens violant le code en font les frais. Entre démocratie et coup d'État en Afrique, à qui la faute? Atelier de validation du rapport de l'évaluation du système de protection lié au VIH au Bénin. La séance s'est tenue ce jeudi 15 septembre 2022 à Cotonou et a connu la participation de plusieurs acteurs. Voici donc le compte rendu de cette activité. Validation du rapport de l'évaluation du système de protection sociale lié au VIH au Bénin. C'est cette thématique qui a réuni à Cotonou ces acteurs des affaires sociales nationaux et internationaux. Vous voir aussi nombreux à répondre à notre invitation à cet atelier est le signe du grand intérêt que vous portez à cette évaluation et augure de bons auspices quant à la qualité du document final qui sortira de cette rencontre. L'atelier qui nous réunit ce jour est l'aboutissement d'un long processus qui a permis, avec l'appui des consultants recrutés à cet effet, d'apprécier la sensibilité des politiques, programmes et stratégies mises en œuvre dans notre pays au VIH-Sida et de faire des recommandations pertinentes pour une meilleure prise en compte de cette pandémie et des personnes qui en sont affectées ou infectées. L'importance du système de protection sociale et le rôle des acteurs ont été également rappelés au cours de cette séance. Nous savons que les systèmes de protection sociale permettent de réduire ces inégalités entre les sexes, les inégalités de revenus et l'exclusion sociale, qui sont autant de facteurs de risque de contracter le VIH. Il facilite également l'accès des personnes aux services de lutte contre le VIH et autres services de santé et permettent d'amortir l'impact social et économique du VIH sur les ménages et les individus. La protection sociale fait reculer le risque d'infection à VIH, augmente l'observance du traitement contre le VIH et la tuberculose et favorise la résilience.
Le travail de l'ONU-SIDA sur la protection sociale vise, premièrement, la promotion auprès des gouvernements de l'élargissement de la prise en compte du VIH dans le programme de protection sociale. Deuxièmement, le soutien à la génération et à l'application des données probantes et d'informations stratégiques sur le VIH et la protection sociale. Troisièmement, permettre de mesurer le suivi des progrès vers les engagements d'une stratégie qui vise à renforcer les systèmes nationaux de protection sociale et de protection de l'enfance avec le VIH. Et finalement, la coordination et l'orientation des partenaires travaillant sur la protection sociale pour un engagement cohérent dans la réponse au VIH. Le rapport final va permettre, dans les jours à venir, d'améliorer la prise en charge des questions liées au VIH-Sida dans la politique de gestion du mal au Bénin. Je l'annonçais dans les titres, la semaine du 12 au 16 septembre 2022 est celle consacrée à la pré-rentrée conformément donc au calendrier scolaire 2022-2023. Semaine retenue pour les préalables de la rentrée scolaire, notamment les inscriptions des nouveaux collégiens et les transferts qui, depuis quelques années, doivent également se faire en ligne pour se faire valider. Mesdames, Messieurs, nous allons vous proposer donc ici le constat fait au CEG Akpa Centre avec Romaric Tossa et Mathieu Sossou. Nous sommes à quelques jours de la rentrée scolaire 2022-2023. Affluence dans les écoles. Le constat est tangible ici au collège d'enseignement secondaire Akpa Centre à Cotonou. Pendant que certains apprenants s'inscrivent, d'autres opèrent des transferts internes comme STN. Ce que vous voyez en grand nombre, c'est beaucoup plus les élèves de la classe de 6e qui sont venus s'inscrire. Eux, ils font l'inscription puisqu'ils ont déjà leur nom affichés, ils sont classés ici, donc eux, ils font l'inscription. Ils ont apporté quelques pièces, notamment leur relevé de notes, l'acte de naissance, et nous faisons le reste du processus ici pour les inscrire. Alors les autres catégories, c'est les élèves de 5e, 4e jusqu'en terminale, qui eux sont là, et qui pour le transfert, d'accord, qui pour retirer certains documents, notamment les certificats de scolarité. Donc c'est ça qui fait que nous avons l'influence. Étant donné que nous sommes aussi dans la pré-rentrée, il faut que le lundi, ça puisse démarrer réglo. C'est pourquoi vous voyez l'affluence. Et le lundi, nous allons commencer. Puisque nous avons pris les taureaux un peu tôt par l'école, nous sommes pratiquement déjà à près de 150 transférés. Ailleurs, nous sommes à près de 150 aussi arrivés. Donc, globalement, c'est ce que nous constatons. Nous avons procédé à l'affichage des emplois du temps, des classes aussi, d'accord. Ceux qui sont les anciens, ils passent déjà pour vérifier, pour voir où est-ce qu'ils sont inscrits, est-ce qu'on a changé de classe, etc. Donc, je pense que c'est la pré-rentrée, comme je l'ai dit tout à l'heure, et nous sommes fin prêts. La particularité depuis plusieurs années dans le système éducatif béninois, aucun transfert physique n'est validé dans les écoles s'il n'est pas confirmé en ligne sur le dispositif EducMaster. Oui, c'est révolutionné. Il y a deux types de transferts désormais. Il y a le transfert physique qui consiste, n'est-ce pas, à remplir des fiches ici, et la fiche de transfert à envoyer sous pli fermé au collège d'accueil. Mais il y a la particularité, c'est le transfert numérique. On doit pouvoir transférer l'élève, n'est-ce pas, à partir de son numéro EducMaster. On doit le transférer de notre collège vers le collège d'accueil. Donc ça se fait aussi une fois que nous avons fait les formalités physiques. Nous procédons également aux formalités numériques pour que lorsque l'enfant arrive là-bas, on sait déjà qu'il est transféré. Sinon, arrivé une fois sur place là-bas, on peut l'accepter, mais sous réserve, n'est-ce pas, que le transfert numérique soit fait. Et il y a aussi une particularité là, surtout à partir du second cycle. Il n'y a plus aujourd'hui on transfert seconde AB, première AB, terminale AB, non. Soit c'est A, soit c'est B. Donc voilà un peu la particularité. Si cela n'est pas fait, l'enfant ne sera pas accepté dans son collège, dans le collège d'accueil. Aussi, pour ceux qui vont dans les privés, ceux qui quittent ici pour aller dans les privés, eux aussi ils doivent procéder à ce transfert numérique-là, sinon ils ne seront pas acceptés. Parce que ça permet, n'est-ce pas, de voir aussi, et c'est ça le but d'ailleurs de la plateforme EducMaster, ça permet de voir le mouvement des apprenants sur tout le territoire national. Apprenants et enseignants reprennent rigoureusement ce lundi 19 septembre 2022 le chemin des classes
conformément au calendrier scolaire 2022-2023. La rentrée démarre le lundi prochain au Bénin. La pré-rentrée prend fin aujourd'hui, vendredi. Depuis le 12 septembre 2022, les établissements scolaires procèdent au dernier réglage pour que les cours démarrent. Le centre de promotion sociale des personnes malvoyantes de Segbaya à Cotonou n'a pas dérogé à cela. Nous sommes allés faire le constat ce matin. Voici le reportage de Kenneth Egaoui et Yannick Panou. Dernière journée de pré-rentrée au Centre de promotion sociale des aveugles de Segbaya à Cotonou. Pas d'affluence sur la cour, quelques enseignants et des parents venus pour l'inscription de leurs enfants. C'est le cas de cette dame et sa fille. Je suis venue ici pour inscrire ma fille à l'école. Elle veut juste commencer maintenant. Comme il y a l'école des aveugles ici, je l'ai amenée, elle est une fille malvoyante. Donc je l'ai amenée pour pouvoir l'inscrire à l'école pour qu'elle reçoive aussi l'éducation. Pour cela, je suis ici ce matin. On est déjà prêt, on a tout fait. Elle va commencer le lundi par la grâce de Dieu. Du côté de l'administration du centre, on nous rassure que la période de pré-rentrée s'est bien déroulée, un peu comme dans les établissements scolaires pour les enfants normaux. La pré-rentrée a commencé le lundi passé. Donc ça a été la même chose ici au centre des aveugles de Segbaya par l'ouverture de nos portes, la fréquentation des parents pour l'inscription de leurs enfants. La particularité ici, c'est que nous avons un internat. Donc du côté de la cantine aussi, on est en train de s'atteler pour pouvoir accueillir les enfants ici à l'internat à partir de dimanche soir. Nous avons une maternelle inclusive où nous accueillons les enfants dits normaux avec nos enfants à besoins spécifiques. C'est une spécificité aussi de la maison. Et puis, l'autre chose que nous faisons également, c'est que quand nos enfants obtiennent le CEP, ils sont intégrés au collège d'à côté, au collège du Segbaya. Donc, nous sommes également en train de nous atteler pour inscrire nos enfants déjà au collège Segbaya. Encadrer des enfants aveugles ou malvoyants n'est pas une tâche facile. N'empêche que ces derniers ont aussi droit à l'éducation et peuvent bien réussir leur vie comme les autres enfants. Je demanderai aux apprenants d'abord de vite se préparer pour reprendre les classes effectivement lundi. Je demanderai aux parents de les accompagner parce que ce n'est pas facile de prendre toutes les dispositions pour que les enfants reprennent effectivement le lundi à tous les niveaux. Et je demanderai aux parents qui ont encore des enfants à besoins spécifiques, surtout les malvoyants, les non-voyants, de venir vers nous pour qu'on puisse voir ensemble ce qu'on peut faire avec eux. Ce qui est sûr, un enfant déficient visuel peut aller à l'école comme les autres enfants. Comme prévu dans le calendrier scolaire, cette année, les cours démarrent rigoureusement à 8 h le lundi 19 prochain dans cette école pour enfants malvoyants. L'ONU-SIDA appuie la cellule Cœur d'Espoir du ministère des Affaires sociales et de la microfinance en matériel informatique. La cérémonie de réception du lot de matériel informatique a eu lieu à la salle de conférence du dit ministère. Le point. C'est ainsi qu'ONU-SIDA s'est engagé depuis l'année dernière déjà dans un partenariat plus étroit avec le MASP à travers la cellule Cœur d'Espoir afin de l'appuyer par tous les moyens possibles dans l'exécution de cette exaltante mission. La présente cérémonie de remise de matériel s'inscrit dans ce cadre et c'est avec un réel plaisir qu'ONU-SIDA a répondu favorablement à la requête de la cellule Cœur d'Espoir. C'est avec beaucoup de plaisir que je prends la parole
pour exprimer ma profonde reconnaissance à l'endroit de l'ONU-SIDA pour tout l'accompagnement depuis le début de notre partenariat en 2020 que je qualifie de riche et très fructueuse. En témoignent les activités ci-après de soutien financier aux orphelins et enfants vulnérables réalisées chaque année, les assistances techniques pour la réalisation de plusieurs études, évaluation basée sur le genre, de la riposte nationale au VIH-Sida, évaluation du système national de protection sociale sensible au VIH au Bénin, etc. Le financement des activités de prévalidation et de validation des différents rapports issus des assistances techniques précédemment citées. Les appuis financiers dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de lutte contre le sida, pour n'en citer que celle-là. Le présent appui en matériel informatique au profit de la cellule Cœur d'Espoir du ministère des Affaires sociales et de la microfinance s'inscrit dans cette dynamique de renforcement de cette structure dans un contexte marqué par l'évolution de son ancrage institutionnel pour une meilleure visibilité et surtout pour l'optimisation de ces interventions, prioritairement à l'endroit des couches vulnérables en lien avec le VIH-Sida, la tuberculose, le paludisme, les hépatites, les IST et les épidémies. Hors du Bénin à présent, nous sommes au Mali. Jeudi 15 septembre 2022, la junte au pouvoir au Mali a prolongé la joute diplomatique et verbale avec la Côte d'Ivoire sur le sort de 46 soldats ivoiriens détenus en l'assortissant d'une mise en garde à l'adresse de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Comme à l'accoutumée, c'est à travers un communiqué lu à la télévision nationale que le gouvernement de transition au Mali a répondu à Abidjan dans l'affaire des 46 soldats détenus depuis juillet dernier. Bamako rejette catégoriquement l'idée de faire appel à la CEDEAO dans un dossier purement judiciaire et bilatéral et met par ailleurs en garde contre toute instrumentalisation de cette institution communautaire par les autorités ivoiriennes pour se soustraire à leurs responsabilités. Seule la médiation engagée par le Togo est l'unique cadre de règlement du dossier, souligne le communiqué. Alors que les autorités ivoiriennes accusent Bamako d'avoir pris en otage ses soldats, la transition malienne insiste sur le fait que ces militaires n'avaient pas été reconnus par la MINUSMA comme faisant partie des éléments nationaux de soutien. De plus, Berlin avait admis n'avoir aucun lien contractuel avec ces soldats arrêtés à l'aéroport. Pour le Mali, le gouvernement ivoirien fait volte-face après avoir reconnu des manquements et des incompréhensions dans cette affaire. L'Union générale tunisienne de travail UGTT et le gouvernement ont signé ce jeudi un accord portant sur l'augmentation des salaires dans la fonction publique et le secteur public, ainsi que l'augmentation du SMIC. Les deux parties ont convenu d'une valorisation salariale brute de 5% à partir d'octobre prochain jusqu'en 2025. Le gouvernement tunisien et la principale confédération syndicale du pays, l'UGTT, ont signé un accord ce jeudi ouvrant la voie à une augmentation des salaires dans le secteur public. L'échec des premières négociations avait conduit à d'importantes grèves ayant perturbé notamment les transports et services postaux en juin dernier. Les deux parties ont convenu d'une revalorisation des salaires bruts de 5% à partir d'octobre prochain et jusqu'en 2025. Malgré la situation économique et financière délicate, le gouvernement a tenu à ouvrir des négociations sur les augmentations de salaire et à consolider la confiance avec le partenaire social afin d'atteindre l'objectif commun d'instaurer la paix sociale et de soutenir les fonctionnaires. Notre objectif, à travers cet accord, est d'établir la paix sociale et d'apaiser les tensions, compte tenu de la situation sociale très difficile et de la détérioration du pouvoir d'achat. La Tunisie est très impactée par la pandémie et les conséquences de la guerre en Ukraine qui ont fait grimper en flèche le prix de nombreux produits, notamment le blé et le pétrole.
pour renflouer les caisses de l'État. Son président contesté, Kais Saied, essaie d'obtenir un prêt du FMI de plusieurs milliards de dollars. Les Kenyans mécontents de la fin des subventions sur le carburant. Pour certains économistes, la hausse des prix des carburants risque de se répercuter sur des transports notamment et par la voie des conséquences d'augmenter également encore le coût de la vie pour les Kenyans. Les prix des carburants ont atteint des niveaux records au Kenya avec l'annonce jeudi d'une baisse drastique des subventions de l'État qui risquent de peser encore un peu plus sur le quotidien des couches les plus défavorisées. Jugeant inefficace et trop coûteuse la politique de prix subventionnés mise en place par son prédécesseur, le nouveau président kényan William Ruto a décidé de lever ces mesures, une décision très critiquée au sein de la population. Avec l'augmentation du prix du carburant, le coût de la nourriture va augmenter. Et c'est là que nous allons commencer à ressentir le pincement. Le carburant était subventionné par le gouvernement précédent. Vous avez un nouveau gouvernement et en 2 jours, vous supprimez cette subvention. Il faut que quelqu'un se penche sur cette question. Il faut rétablir cette subvention. Il serait mieux d'acheter le carburant à 1,30 $ au lieu de 1,50 $ actuellement. La suppression de la subvention gouvernementale annoncée par l'autorité de régulation de l'énergie et des produits pétroliers est incompréhensible pour les Kenyans. La façon dont le carburant est monté si vite, même la farine de maïs va augmenter parce que tout dépend du carburant pour le transport. Donc rien ne va progresser dans ce pays. Les choses seront terribles si les prix du carburant restent ainsi. Selon les chiffres officiels, Nairobi a dépensé 144 milliards de shillings, un peu plus d'1,2 milliard de dollars, soit 86% des recettes touristiques du pays cette année pour faire baisser les prix des carburants. À 4 jours des funérailles, le flux des visiteurs venus rendre un dernier hommage à Elisabeth II ne faiblit pas. Une foule attend toujours dans le centre de Londres. On fait le point. Une file de 8 km de long et jusqu'à 14 heures d'attente. Face à l'affluence, l'accès à la file d'attente pour voir le cercueil d'Elisabeth II a été suspendu pour quelques heures ce vendredi. Ceux qui ont pu se recueillir témoignent leur émotion. C'était très calme, très respectueux. Personne ne parlait. Les gens marquaient leur respect. C'était assez émouvant. C'était une expérience merveilleuse. Nous avons fait nos adieux. Nous voulions présenter nos respects. Je sais que je ne l'ai jamais rencontrée en face à face, mais c'est comme si elle était une grand-mère pour moi. C'était une femme merveilleuse, forte et puissante. En sa mémoire, une minute de silence a également été observée aux Nations Unies. Le secrétaire général de l'organisation lui a rendu hommage. La première partie de ce règne remarquable a vu de nombreuses nations gagner leur indépendance vis-à-vis de la Grande-Bretagne et la formation du Commonwealth, un groupe divers et multilatéral. Les membres du Commonwealth sont parmi les plus ardents défenseurs des Nations Unies et nous nous recueillons avec eux également aujourd'hui. Désormais héritier du trône, le prince William s'est lui recueilli jeudi avec sa femme Kate à la résidence Sandringham. Le couple est allé à la rencontre de la foule venue les attendre. Guerre en Ukraine ce jeudi, la ville natale du président Zelensky de nouveau bombardée, des infrastructures hydrauliques sont endommagées, mais pas de pertes en vies humaines. On fait le point également. La ville natale du président ukrainien a de nouveau été la cible de bombardements ce jeudi, des bombardements qui ont touché des infrastructures hydrauliques. La veille déjà, les forces russes avaient frappé de 7 missiles ce type d'infrastructure, provoquant une crue subite de l'Ingoulet, la rivière qui arrose la ville de Kryvyi Rih. Dans son rapport de guerre quotidien, le ministère russe de la Défense a affirmé avoir procédé à un pilonnage massif des troupes ukrainiennes dans la région de Kharkiv. Moscou chiffre à 500 le nombre de victimes ukrainiennes en 24 heures sur le front de Mykolaïv et Kherson, dans le sud de l'Ukraine. Depuis le début du mois, les Ukrainiens sont parvenus à reprendre plus de 6000 km² à l'armée russe dans la région de Kharkiv.
Dans les localités reprises, des faits présumés de terreur et de torture commis sous occupation russe font surface. Cette habitante de Grakové indique qu'un peu plus loin, des personnes ont été enterrées après s'être fait tirer dessus alors qu'elles marchaient la nuit. De nombreux citoyens ukrainiens ont tout perdu depuis l'invasion russe, comme l'explique le propriétaire de cette usine. Une vie de travail, plus de 40 ans, et puis les Russes fascistes sont arrivés pour tout détruire. Concernant Zaporizhzhia, le Conseil des gouverneurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique a adopté ce jeudi une résolution appelant la Russie à se retirer de la centrale nucléaire ukrainienne. La Covid-19 est toujours une menace. Ce jeudi, le directeur par intérim des centres africains de contrôle et de prévention des maladies a donné l'alerte. La pandémie de Covid-19 est toujours une menace en Afrique, a rappelé jeudi le directeur par intérim des centres africains de contrôle et de prévention des maladies. Mercredi, le chef de l'Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, affirmait que la fin de la pandémie était désormais en vue. Mais l'Agence de santé publique africaine ne compte pas relâcher la pression sur la vaccination, d'autant plus que moins de 23% de la population africaine est entièrement vaccinée contre la Covid-19. Le directeur par intérim du CDC Afrique, Ahmed Ogwel Ouma, a précisé que les niveaux de protection sont encore relativement faibles, en ajoutant que l'agence s'efforce de vacciner complètement le plus grand nombre de personnes possible et non de se procurer de nouveaux vaccins ciblant des variantes spécifiques comme Omicron. Selon les données contenues dans le dernier bulletin de l'Organisation mondiale de la santé, au cours de la semaine du 5 au 11 septembre, une augmentation de plus de 10% de décès par rapport à la période précédente a été observée sur le continent africain. Toutefois, ces chiffres sont très faibles. C'est tout pour ce journal, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. Nous sommes vendredi 16 septembre 2022. Le week-end est là. Portez-vous bien, beaucoup de présence et que Dieu nous garde.